Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième de la Tribune de l'entreprise, troisième saison. Bonjour à vous, bonjour à mes Nyangan préférés, mes étudiants. Alors, je reçois aujourd'hui pour un triple DNT un monsieur qui est très important pour le Sénégalais que je suis et que nous sommes, parce qu'il s'occupe de la préoccupation majeure des Sénégalais, à savoir le riz, le tchèp. Vous allez deviner, monsieur le président de MIC DPN pour le mouvement des importateurs et commerçants des denrées de première nécessité, à l'époque vice-président chargé des questions d'importation et de l'environnement des affaires à l'UNACOA Diapo, président de la SPCRS pour la Société de promotion et de commercialisation de riz du Sénégal, qui aura beaucoup de choses à nous raconter, ne serait-ce que l'historique du riz dans ce pays-là. Monsieur Moustapha Tall, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam, monsieur Diobaye. Je suis venu de l'émission de la santé émission que vous m'avez invité. Triple DNT, je disais, parce que veille de Maouloud. Oui. Et puis 2 janvier 2015. Effectivement. Tous mes voeux. Merci. Hein, pour les affaires, merci. Pour la famille, pour tout le monde. Merci. Alors, la première question pour susciter des vocations chez mes étudiants, c'est comment devient-on Monsieur Tchèp du Sénégal? Oui, merci. Merci, monsieur Diobaye. Donc, moi, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre émission qui est quand même très suivie. Ça me permet de m'adresser à la population sénégalaise. Et j'en profite aussi pour leur présenter mes vœux les meilleurs, de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite dans les entreprises. Surtout de réussite pour les élèves que vous venez de citer. Et pour devenir monsieur riz au Sénégal, il faut faire le temps que j'ai fait peut-être. Parce que j'ai fait 40 ans de métier. Donc, normalement, forcément, il faut que je devienne ce que monsieur riz, comme vous venez de dire. C'est une question de présence et d'expérience et de durée et de persévérance. D'opiniâtreté et d'abnégation. Exactement. Ce qui fait que donc, forcément, on serait reconnu par la population parce que grâce au service que vous rendez, parce que vous ne faites pas du riz seulement pour faire. Vous le faites pour, par exemple, essayer de rendre service, essayer d'aider la population à résoudre leurs problèmes. Et je pense que ça ne date pas de maintenant, c'est presque depuis 2003 que j'ai été reçu par l'ancien président et dans son bureau que je lui avais suggéré de régler le problème de la libéralisation. Parce qu'on peut libéraliser tout sans risque. Mais en ce qui concerne une denrée aussi stratégique que le riz, on ne la libéralise pas comme ça. Et on l'a libéralisé malheureusement d'une manière anarchique en 1995. Et depuis 1995, le marché est libre. Quiconque veut amener du riz peut amener du riz. Mais vous ne savez pas, vous ne demandez pas à ces gens-là ce qu'ils rencontrent comme difficulté. Je vous assure que si vous leur demandez, vous allez courir si on vous parle de riz. Tellement qu'on perd de l'argent. Les banques n'en veulent pas, les assureurs, les importateurs, peut-être seuls les commerçants distributeurs peuvent y trouver leur compte. Mais c'est ce qu'ils importent, c'est ce qu'ils financent, perdent énormément d'argent. Dans le riz? Dans le riz. Racontez-nous un peu. Ça a été fait à dessein. Parce que c'est l'État qui avait le monopole pendant 35 ans, de 60 à 95, donc c'était un monopole d'État. Et c'est en 95 qu'on a libéralisé totalement. Et pendant les 35 ans, comme je vous dis, l'État l'a surveillé comme le lait sur le feu. Personne n'avait le droit d'amener un seul kilo ici si ce n'est pas l'État. Et si vous êtes quotataire, on vous donne des conditions pour que vous soyez quotataire et les conditions d'y rester. Si vous ne le respectez pas, on vous retire votre quota. On vous dit, vous achetez tant de quantité dans le mois et c'est telle date à telle date, c'est au comptant, chèque certifié au versement bancaire et ensuite le prix, la qualité ne se discute pas. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas raison de demander une qualité. Vous venez, vous payez, on vous donne la qualité qui est disponible. Et vous allez distribuer ça à vos clients. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, à l'époque, la qualité n'était pas de meilleure. Parce que l'État ne peut pas faire du commerce. Parce que l'État
c'est ce qu'on met là-bas, ce ne sont pas des professionnels, c'est des fonctionnaires qu'on met là-bas. Et en général, c'est des recommandations par-ci, par-là. Donc le travail ne se fait pas comme il se doit. Et qu'à l'arrivée, au finish, on n'a pas la qualité qu'il faut. Et que c'est le consommateur qui paye. Et au bout de 35 ans, les consommateurs ne me démentiront pas. Ils ont eu à voir n'importe quelle qualité ici. Il y a des riz qu'on amenait ici, mais il y avait les gens, pour même préparer le riz, ils passaient une journée entière à enlever des points noirs. Oui, ou avoir même un pullover pour enlever ces petits grains de mil qui étaient dedans. Donc, ce n'était pas un riz consommable. Tannebi. Oui, mais vous voyez qu'à l'époque, comme il n'y avait pas le choix, les consommateurs n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de prendre comme ça. Mais au bout de quelques années, je pense que les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods ont exigé la libéralisation du riz parce qu'ils ont vu des choses que les gens faisaient dans l'obtention, dans la délivrance ou dans l'achat même du riz et dans la gestion. Très bien. Ce n'était pas tout à fait ça et ils ont dit donc arrête, il faut libéraliser. Mais quand on vous dit de libéraliser, et vous saviez qu'à l'époque, il y avait un système de quotas. Même pour être un distributeur de riz, il faut une autorisation. Aujourd'hui, on vous dit, on vous ouvre le marché, amenez ce que vous voulez. Ça veut dire quoi ça? Oui. Donc, on pouvait organiser cette libéralisation en limitant à un certain nombre de personnes avec des conditions claires. On n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. Vous dites, monsieur, pour la distribution, il vous faut un dossier pour qu'on vous donne un quota. En tant que commerçant, on vous donne les conditions, vous les remplissez pour qu'on vous donne le quota. Et pour maintenant importer, l'État arrête de faire ce travail-là. On veut maintenant que vous deveniez importateur. Importateur est plus difficile d'être un commerçant. Absolument. Alors, on vous dit maintenant, jetez-vous dans ce marché-là, vous allez acheter, vous allez négocier avec vos banques, vous n'étiez pas préparé en conséquence. Absolument. Vous devez maintenant, à partir de ce moment, négocier avec vos banques, négocier avec des fournisseurs, négocier avec l'assurance. Oui. Et vous n'avez aucune garantie, aucune protection. Vous voyez ce que ça fait? Exactement. Jeter les gens dans la gueule du riz. Et au finish, à l'arrivée, on a vu que c'était très mal fait. Donc de 1995 à 2008, on a traversé cette période difficile. Et en 2003, quand le président m'avait reçu, je lui ai dit d'arrêter cette libéralisation à outrance. Et de l'organiser. Et l'organiser, pour s'attendre à une autosuffisance. Il m'avait dit qu'il allait organiser un conseil présidentiel, mais ce conseil n'a jamais été organisé. Et en 2008, le temps m'a donné raison, 5 ans, jour pour jour. Il y a eu les émeutes du riz, parce qu'il y avait une crise mondiale. Une crise mondiale. Et que les gens étaient dans la rue. Et comme je l'avais prévenu, il a sauté dessus pour m'appeler. Et il m'a envoyé un émissaire qui est venu me voir, je suis parti le voir, et on a arrêté une stratégie. Parce qu'il n'y avait plus d'autre solution, à part gérer la crise. Et ça a coûté à l'État du Sénégal 50 milliards. Aux commerçants, je ne sais pas combien de milliards on a perdu. Et ça, ce n'est pas du gâchis, oui. 50 milliards à l'État du Sénégal, énorme. Plus de 100 milliards aux opérateurs. Ça aurait pu construire quelque chose de très important. Absolument. C'est pour vous dire que le privé, le public, tout ça appartient au peuple, au pays. Le privé qui travaille, l'argent qu'il manipule, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'État, c'est pour le pays. C'est pour la banque, c'est pour l'État, c'est pour tout le monde. Donc on ne doit pas laisser faire n'importe quoi et après se retrouver à terre. Et d'une manière volontaire. Parce que ça a été fait à dessein, comme je vous l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas comprendre, gérer des mains de maître cette situation-là pendant 35 ans et l'ouvrir à outrance de cette manière. Absolument. Sans attendre ces conséquences-là. Non. Donc ça a été fait à dessein. Et c'est presque au moment où, au niveau de la vallée, on commençait aussi à produire... Non, on a commencé à produire dans la vallée depuis très longtemps. Il y avait, je me rappelle, bien avant la libéralisation, il y avait un Toubab qui avait un champ là-bas, Richard Toll. Richard Toll, lui, il fabriquait, il cultivait du riz de très bonne qualité. Oui, mais pas... Moi, je me rappelle, pour l'exportation. Quand il est parti, les champs ont été abandonnés parce qu'il n'avait pas d'héritier, personne ne s'occupait de ça. Et là, c'est la CSS qui a hérité ces terres-là. Et c'est l'État qui a donné à la CSS cette terre. Très bien. Les terres que ce monsieur cultivait du riz. Et c'est sur ces terres-là qu'on cultive maintenant les cannes à sucre. Très bien. Est-ce que le canne à sucre est plus prioritaire que le riz au Sénégal? Non. C'est le riz qui est plus prioritaire. Exactement. Et ce sucre a commencé à être cultivé là-bas depuis 70.
Donc, en 70, si on avait cultivé que du riz pour continuer l'activité que M. Richard faisait, oui, l'autosuffisance serait dépassée. Exactement. Et je ne parle pas de ça, mais même en 2003, quand je suis parti voir M. le président Abdoulaye Wade, l'ancien président, et que je lui avais suggéré de résoudre ce problème-là, s'il l'avait fait en organisant un conseil présidentiel pour faire une stratégie vers l'autosuffisance, aujourd'hui, en 2008, on serait autosuffisant. Mais comme rien n'a été fait, en 2008, c'est la crise qui était au rendez-vous. Très bien. Les marches, les émeutes et autres. Alors aujourd'hui, c'est à la suite de ça qu'on a proposé, que le président m'avait demandé de travailler avec le ministère du Commerce. C'est en ce moment qu'on a proposé de mettre une structure privée pour se charger de la commercialisation du riz local. C'est la société de promotion et de commercialisation du riz sénégalais, SPCRS. Cette société a été mise en place en 2010. D'ailleurs, en novembre 2010, quand on a mis en place, c'est M. Ibrahima Diop qui est le PCA de cette société. Mais quand on a mis la société en place, sous l'égide du ministre du Commerce, on aurait pu le faire comme il se doit. Ça veut dire que faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Mais on a seulement créé la société avec un capital, avec des actionnaires, mais on n'a pas pensé au financement. Et moi, j'avais dit qu'on ne peut pas, on crée une société, mais il faut que ça marche. Il faut que cette société commence à fonctionner. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait au moins une ligne de crédit. Il faut qu'il y ait une confiance bancaire. Et ça, pour le faire, il faut soit que la société ait des garanties de l'État, ou des garanties immobilières, ou des garanties de cautionnement. Absolument. Et ce qui était disponible, c'est le cautionnement des actionnaires. Et c'est ce que les actionnaires ont refusé. J'avais proposé ça dans le bureau du ministre du Commerce. Et le ministre du Commerce a demandé aux autres. Les autres ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Donc lui, il s'est dit, donc, comme vous n'êtes pas d'accord, vous êtes grand, vous êtes majeur, donc vous savez ce que vous devez faire. Moi, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. Et le résultat, on a créé la société mornée, parce qu'elle est là, mais elle ne peut pas marcher, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de financement. De financement, de ligne de crédit. Voilà, s'il n'y a pas de financement, la société ne peut rien faire. D'ailleurs, quand on l'a mis en place, comme il n'y a pas eu de financement, il n'y a pas d'activité, elle était là. Elle a recruté des employés, prendre un bureau, acheter des voitures jusqu'à ce que tout l'argent soit dépensé. Aujourd'hui, la société est presque morte, sans activité, qui n'a jamais fait d'activité dans ce sens, et elle est aujourd'hui morte. C'est terrible. Dû au fait que le ministre du Commerce a laissé faire, et c'est dû au fait que le PCA, qui était là-bas, ne voulait pas que la société fonctionne. Parce qu'il savait pertinemment qu'il a eu à faire une société auparavant, et cette société fonctionne. Comment tu peux créer ta propre société qui fonctionne et qu'aujourd'hui... Être PCA d'une société qui la concurrence. Voilà, peut-être ça, et qu'il ne veut pas que cette société marche. C'est toujours le même problème. Malheureusement, on n'a pas les mêmes degrés de patriotisme. Quelqu'un qui se lève, qui va aller voir le chef de l'État pour dire, en tant qu'importateur, dire que monsieur le président de la République, si vous ne faites rien pour organiser à ce qu'on atteigne une autosuffisance, on est en risque pour un importateur. Ça, il faut être patriote pour le faire. Absolument. Mais tout le monde n'est pas patriote, malheureusement. Absolument. C'est ça. Et malheureusement, le président n'avait pas suivi le conseil, mais il l'a peut-être suivi trop tard. Mais même avec ça, la négligence du ministre du Commerce a fait que donc l'affaire n'avait pas bien été montée, et qu'on a laissé ouvert une porte qui a fait que la société est passée par là. Les problèmes de la société sont passés par là. Parce que cette brèche qu'on a ouverte, qu'on n'avait pas fermée, parce qu'on aurait pu dire tout simplement, c'est ce qui veulent participer dans la société, doivent prendre des actions certes, mais ils doivent accepter de soutenir la société à hauteur de ces actions. Ça, c'est une conditionnalité qui faisait que si vous acceptez d'entrer, vous savez déjà les conditions, vous y rentrez avec ces mêmes conditions. Donc, vous n'allez pas dire que j'accepte ou je n'accepte pas. Mais comme lui n'était pas à la hauteur, malheureusement... je vais vous dire mon sentiment. Le riz commence à me donner le vertige. Ah bon? Écoutez, alors j'ai en tête l'autosuffisance annoncée par la nouvelle équipe. 2016, 2017 2017. Le riz de la vallée, que seuls les Saint-Louisiens et quelques patriotes consomment. Mais que faire? Est-ce qu'il faut faire comme pour l'oignon et la pomme de terre et
Non. Non. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Le riz n'est pas une denrée comme les autres. C'est une denrée stratégique. Très bien. On ne peut pas se permettre qu'il y ait une augmentation drastique sur le prix du riz, comme on ne peut pas aussi se permettre de se faire une pénurie. Très bien. Vous savez que donc, c'est une bombe. C'est une bombe. Entre les mains. Absolument. Donc si vous avez une bombe entre les mains, vous devez savoir comment le manipuler, sinon ça explose. Exactement. C'est exactement ça. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas mesurer, ils ne comprennent pas. Exactement. Il faut parler aux gens qui comprennent, aux gens qui sont à la hauteur. Je vous dis, pour le riz, il faut absolument qu'il y ait un mécanisme qui permet d'alimenter le marché, de faire en sorte que le riz local soit produit, mais aussi, il faut que ce riz-là soit bien commercialisé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place cette structure qui devait prendre en charge la commercialisation et la promotion du riz sénégalais. Mais il paraît que c'est un riz de meilleure qualité d'ailleurs. Mais il n'est pas bien commercialisé. Très bien. Et que le riz n'est pas aussi apprécié par les Sénégalais parce que la qualité n'est pas là. Parce qu'au niveau de la production, il y a problème peut-être au niveau de la production. Il y a problème au niveau de l'usinage. Très bien. Au finish, vous n'avez pas la qualité que les Sénégalais ont l'habitude de voir. On a parlé de la couleur, elle n'est pas aussi blanche. Non, il est blanc. Hein, il est blanc. Ah, très bien. La couleur est très blanche. Comme D'accord. Tous les riz se valent. Hein. La brisure. C'est uniquement à la préparation, à l'usinage, au décortiquage, à la production même. Très bien. Il faut quand même savoir que... ça ne doit pas être diable quand même à faire. C'est pas diable. Oui. C'est-à-dire, on ne les a pas peut-être bien encadrés pour qu'ils fassent une bonne production et qu'il y ait une seule qualité de semence. Et qu'au finish, on a une même qualité. Mais si vous avez plusieurs semences, chacun prenne la semence qui lui plaît, et après au finish, on regroupe tout, on décortique tout à la fois et on met tout dans un même sac. Vous voyez, ça fait... C'est pas homogène. C'est pas homogène. Pour que ça soit homogène, il faut faire en sorte que les producteurs le fassent de la même manière, produisent de la même manière et récoltent en même temps. Très bien. Et qu'une fois qu'ils récoltent, ils donnent la production à la société qui se charge de la commercialisation. Oui. Parce que avec la chaîne des valeurs, on a segmenté les activités. Le producteur ne fait que produire. Et la commercialisation est prise en charge par la société que je viens de vous parler. Parce que tous ces acteurs-là doivent fonctionner, doivent continuer à vivre, continuer à travailler. Absolument. S'ils sont derrière la société, au lieu qu'ils fassent eux-mêmes leur activité, la société va faire pour eux-mêmes. Exactement. Donc la société va prendre par exemple cette production-là et la confie aux riziers. Les riziers qui sont agréés, pas des riziers qui travaillent avec des machines artisanales. Des riziers qui ont des machines modernes. Ils peuvent décortiquer comme le font tous les pays qui produisent des riz. Ailleurs, oui. Voilà. Et qu'au finish, on aura un très bon produit qui va être commercialisé, distribué par ces mêmes commerçants distributeurs. Très bien. Et donc le tour est fait. Et je vais vous poser une question, on va dire presque impertinente. Avec vos 40 ans de riz, est-ce que la nouvelle équipe, j'aime bien les appeler comme ça, est-ce qu'ils vous ont appelé, est-ce qu'ils vous ont écouté sur cette denrée stratégique? Peut-être par service interposé, parce que je parle des fois, on m'invite à aller rencontrer les gens qui sont au musée de l'agriculture. Je rencontre aussi à travers des séminaires, à travers des rencontres comme ça, qu'on organise et on participe à travers des réunions et tout ça. Et on écrit aussi. Donc c'est comme ça. Si c'est ça la rencontre, on le fait. Mais jusqu'à présent, tout ce que nous discutons, on n'arrive pas à le mettre en application. C'est ça. On discute d'une manière informelle, chacun donne son point de vue, mais on a comme l'impression que chaque fois, c'est toujours le même truc qui revient, mais on n'avance pas. On n'avance pas concrètement. Et que pour que ça avance, il faut qu'il y ait un mécanisme clair de fonctionnement qui doit prendre en charge ces préoccupations-là. Sinon, on va tourner en rond. On va perdre du temps comme vous ne pouvez pas imaginer. Et le temps ne nous attend pas. On parle d'aujourd'hui de 2017. 2017, c'est dans 2 ans. Vous m'enlevez le mot de la bouche. Voilà. Vous y croyez ou pas, vous, l'autosuffisance en riz en 2017? Mais je crois à l'autosuffisance. Mais moi, je ne peux pas me donner une date. Si je devais me donner une date, c'est 5 ans. 5 ans? Oui.
moi j'ai toujours dit, Très bien. Pour que ça soit bien fait, 2019. il faut 5 ans. 5 Moi, ans. c'est ce que j'avais dit en Oui. 2003. En 2003 déjà. Je l'avais dit à Abdoulaye Wade en 2003. Et comme il ne m'avait pas suivi, en 2008, j'ai eu raison sur lui. Oui. Et on a fait maintenant, il m'a demandé au bout de 2 ans, de 2008 à 2010, on a réfléchi, on a trouvé, avec les propositions que j'avais faites, ils ont confié ça à un cabinet d'experts qui ont même sorti un rapport pour confirmer ce que j'ai dit, avant qu'Abdoulaye Wade ne s'engage à créer la structure. Donc on a payé ce cabinet 7 millions de francs pour ça. Et que l'idée est venue de moi et ils n'ont rien ajouté. À part faire un document et présenter et se faire payer pour 7 millions. Moi, je n'ai pas encaissé un rond. Très bien. Tout est gratuit. Et qu'au finish, on a dit, OK, c'est bon, on va mettre la société en place. En mettant la société, on oublie de quelque chose qui est extrêmement important, c'est le financement. Comme j'aime bien le Premier ministre, M. John, je suis un fan de John, officiellement, PM, recevez M. Thiep du Sénégal, M. Tal, parce que c'est une bombe à retardement. Alors, on va faire, on va faire un petit clin d'œil. L'adresse du chef de l'État. Oui. J'ai lu la presse ce matin, levée de bouclier. Qu'est-ce que vous a inspiré les propos du président de la République? Moi, j'ai retenu doublement des bourses de la sécurité alimentaire, 1,5 million de boursiers, le train rapide AIBD de la banlieue jusqu'à Dakar, 23 000 emplois directs, 300 forages ruraux pour 552 localités, le Thiès-Touba, les 120 km à 410 milliards. J'ai retenu 6 nouvelles universités, l'université du Saloum avec les démembrements Kaolack, Diourbel, Kaffrine, Kolda, Fatick. Ensuite, la deuxième université de Dakar. Qu'est-ce que vous inspire tout cela? Bon, moi, je trouve quand même le discours, je le trouve quand même conçu. Il a eu à passer, à faire plus de... Ça, c'est la 3e fois qu'il se présente devant la nation pour faire un discours. Mais sur la façon, c'est-à-dire de poser, par exemple, de parler aux Sénégalais, moi, j'aurais préféré qu'il s'assoie beaucoup plus solennel, beaucoup plus large. Convivial, plus large. Plus large, parce que le chef de l'État, il gère le pays pour 13 millions de Sénégalais. Parler à 13 millions de Sénégalais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas chose aisée. Donc, tout le monde veut entendre le président parler de son problème, du problème qu'il vit. Oui. Donc, ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir une grosse tête. Absolument. Grosse tête, entendre parler, d'avoir beaucoup d'oreilles, beaucoup de conseillers, beaucoup de dossiers à traiter. Une fois que tout est fait, tu essaies de parler un peu de tout. Et par priorité, il y a des priorités qu'il ne faut pas oublier. Vraiment parler sur des choses prioritaires, qui sont d'actualité, mais qui sont aussi importantes. C'est beau de faire des discours, c'est beau de faire des promesses. Mais je crois que les promesses de dire que je vais faire ça, c'est bon. Mais je pense qu'il faut aussi toucher du doigt certaines choses qui concernent le peuple. Parce qu'ils ont des préoccupations, ils ont des problèmes et ils veulent au moins qu'il apporte des solutions. Il a fait un discours conçu, mais ces projets, c'est bien, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Mais, comme on a dit, comme vous venez de le dire, le doublement de la sécurité alimentaire des boursiers, boursiers des familles boursières, là, pour 500 000, c'est quand même extrêmement important. C'est important. Mais je crois qu'on aurait pu faire en sorte que ces familles puissent s'en sortir. Au lieu d'avoir autrement que par l'aide. Au lieu d'attendre des aides. Très bien. C'est bien beau d'aider. Mais moi, si j'étais à sa place, je ferais en sorte que ces familles s'en sortent. Très bien, leur apprendre à pêcher et leur donner du poisson. Pour éviter d'attendre la main ou d'attendre des aides.
Mhm. Je ne suis pas contre, hein, mais Très bien. pour moi, c'est parce que c'est difficile de choisir qui a droit et qui n'a pas droit. C'est Et vrai. pourtant, c'est l'argent du contribuable qu'on distribue. Exactement. Donc, on ne doit pas le donner comme ça. Mhm. Il faut faire en sorte qu'il y ait un cadre. Hein? Exactement. Le paysan se retrouve avec son activité. L'enseignant, le salarié, le mécanicien, l'ouvrier, hein? Tout le monde, chacun dans son domaine, dans son secteur, Il s'y doit retrouve. s'y retrouver. Voilà. Les artisans, il a fait quelque chose d'extraordinaire À Mekhe. pour aller voir les cordonniers. C'est bien. C'est une journée dédiée à ces gens-là. Mais il faut apporter des solutions. Dire voilà, c'est ce que nous faisons concrètement pour que vous puissiez avancer. Vous avez des problèmes, les problèmes que vous avez, on veut apporter telle solution pour avancer. Et que demain, vous allez encore dans un autre secteur, l'élevage, ainsi de suite. Le commerce, l'industrie, tout ça. Très Donc, bien. c'est tous ces secteurs-là qu'il faut satisfaire. Donc, Ok. ce n'est pas du tout facile. Bon, c'est une question de choix. De Mais choix, moi, en ouais. tout cas, Ok. si j'étais à sa place, j'aurais pu m'attarder davantage sur beaucoup d'autres questions. Des Au problèmes lieu de le prioritaires. hein. synthétiser comme ça. Synthétique, ouais, voilà. De le synthétiser comme ça. Un peu Donc, court, quoi. Voilà, c'est trop court pour moi. Un peu Parce qu'il court. ne s'adresse à la nation qu'une seule fois dans l'année. Dans l'année. Donc Très il y a bien. 12 mois qui se sont écoulés. Exactement. Ces 12 mois ont été bons ou pas bons ou mauvais. Il faut expliquer cela. Et que les autres 12 mois que nous devons entamer, c'est comme ça qu'on doit y aller. Il Très faut bien. préparer l'équipe. Parce que le pays, c'est une équipe. Hein. Donc chacun est dans son coin. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et lui, c'est l'entraîneur. Et c'est lui l'entraîneur. Très bien. Voilà. Alors, j'ai envie de parler de l'emploi des jeunes, mais au préalable, un petit éclaircissement. UNACOIS Diapo et maintenant MIC DPM. Qu'est-ce qui a motivé cette digression. oui, je suis peut-être trop curieux, mais bon. L'UNACOIS ne s'est pas transformé en MIC DPM. C'est une création. C'est une nouvelle création. Très bien. DPM s'est créé pour spécifiquement jouer un rôle sur les denrées de première nécessité. De première nécessité. Les denrées de première nécessité ne sont pas comme les autres secteurs dans Exactement. le commerce. Et pourtant, tout a été géré par l'UNACOIS. L'industrie et toutes sortes de secteurs. Très bien. Vous vous êtes un peu spécialisé. Spécialisé uniquement sur les denrées de première nécessité. Voilà. Et ça a été créé en 2009, en pleine année de crise. Très bien. Et c'est en 2014 qu'on vient de recevoir le récépissé, pour vous dire. C'est long. 4 ans, 5 ans pour avoir un récépissé. C'est long. Ah, c'est trop long. Vous n'êtes pas passé par la PIX? Non. Un mouvement, on vous donne le récépissé à partir du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur. C'est une association. Très bien, d'accord. C'est comme Ok. les associations. C'est comme les partis politiques. Ah, très bien. Voilà. Maintenant, je suis le président de ce mouvement-là. Très bien. Alors, la question qui me taraude, vous qui êtes importateur, pourquoi vous ne vous appropriez pas ce secteur-là, vous impliquez de l'agriculture jusqu'à la distribution? La distribution. Vous savez, nous, on ne veut pas créer de frustrés, on ne veut pas créer de problèmes. Ok. Le monsieur qui est agriculteur depuis très longtemps, vous êtes un opérateur économique qui a peut-être des financements ou des fonds ou des moyens financiers. Vous ne pouvez pas venir alors bousculer ces gens-là. C'est des Sénégalais. Il faut les encourager à mieux travailler. Très Les bien. pousser à mieux travailler, c'est comment? C'est les demander à ce qu'ils se professionnalisent. Au lieu que ça soit seulement des agriculteurs Informel. familiaux, Oui, qui c'est oui. des agriculteurs modernes. Et pour le faire, il faut absolument qu'ils soient organisés. Et que derrière, avec notre appui, les structures qu'on avait mis en place, comme je vous l'ai dit, sur la commercialisation du riz, cette structure, c'est nous qui étions les actionnaires. Et c'est nous qui devions normalement acheter toute la production. Et cette production, quand on l'achète, avant d'acheter, on peut même signer un contrat avec ce monsieur. Quand signer un contrat, commence à faire changer même l'idée et le comportement. Et la mentalité. Et la mentalité. Et ces gens-là vont aller, même avec ce contrat-là, aller démarcher une banque, aller voir leur banque d'ailleurs, leur banque agricole, leur dire voilà, nous comptons produire 2000 tonnes. Très bien. Voilà notre contrat. Effectivement. Et on voudrait un financement. Des opérateurs s'engagent à derrière, l'acheter. le contrat est signé par notre société. La société est financée par cette même banque. Ou bien connue par cette banque-là connaît très bien. Exactement. Et immédiatement, cette banque contacte
la société pour confirmer effectivement le contrat. Le contrat. Et que immédiatement il dit ok, nous on va préfinancer votre client, votre producteur, oui. mais pour les semences, le paiement doit se passer, le paiement doit impérativement se passer dans son compte. Absolument. Donc le paiement se fera dans son compte. Une garantie. Voilà, et que le paysan ne peut pas donc ne peut pas ne pas respecter ses engagements. Exactement. Parce que tout l'argent qu'elle va recevoir va passer par son compte et la banque va prendre son argent et lui donner le reste. Donc le producteur ne se met plus à décortiquer et à commercialiser. Il ne fait que produire. C'est ça une chaîne de valeur. Tu produis, tu remets à la société qui décortique et la société le met dans le marché. Donc une fois que vous donnez la production à cette société, la société le confie à ses riziers qui le décortiquent, comme ça a été prévu, et que le riz sort avec la qualité est là au rendez-vous, et on le met dans les sacs, et ce sont les commerçants qui le distribuent. Donc, il n'y aura pas de retard. Et en fonction de ça, si ça marche, et que la machine fonctionne, au bout de quelques temps, vous allez voir ces commerçants-là qui importaient et qui sont actionnaires dans la société, peuvent même aller trouver leur champ et cultiver et produire. Exactement. Et vous-même, vous pouvez aller trouver votre champ pour faire du riz. Du riz, absolument. Parce que ça va être très facile. En ce moment, il n'y aura plus de gens qui vont décortiquer parallèlement. Il n'y aura plus de producteurs qui vont exporter leur production vers la Mauritanie. Tout va se vendre au Sénégal. Absolument. Donc ça va être très facile de faire du riz. Et nous qui sommes des commerçants, on va même se retrouver là-bas pour produire comme eux. Exactement. Et vendre ça à la société, et la société le commercialise comme ça a été prévu. Et que chaque année, on évalue. On a fait 400 000 tonnes, par exemple, cette année. Donc on a besoin de 1 million de tonnes pour la consommation nationale. C'est le GAP qu'on va importer. Exactement. Et le GAP, on va importer ça seulement sur une qualité que nous produisons. Pas une qualité que nous ne produisons pas. On fait la promotion continue. Exactement. On fait la promotion de notre riz, mais on ne va pas amener une qualité qui va concurrencer qui va gâter notre promotion. Absolument. Donc, très bien. Cette importation-là va être commandée, programmée comme ça. On va faire un appel d'offres international. Très bien. En disant que le Sénégal a besoin de 600 000 tonnes, par exemple, pour l'année 2015. Et on veut que ça soit libéré comme ça, livré comme ça. Et une fois que c'est lancé, vous n'allez pas voir des multinationales qui vont venir se postuler. Exactement. Ce sont les pays producteurs qui vont postuler, comme la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan, l'Inde. Ce sont ces pays-là qui vont dire oui, vous avez besoin de 600 000 tonnes, nous on vous le fait tel prix. L'autre pays dit tel prix. Exactement. Vous avez ouvert la compétition et qu'on aura à l'achat un prix extraordinaire. Absolument. Et le dollar aussi sera de la même manière. On va négocier la couverture d'échange avec les banques. Et le financement ne posera pas de problème. Exactement. Et que cette partie qu'on va importer, ça va être donné à ces gens qui ont commercialisé le riz local. Vous avez commercialisé 6%, 10% sur le riz local. C'est ce même pourcentage qu'on va vous donnera sur l'importation. Sur le quota importé. Mais c'est très facile ça. Il faut qu'il vous écoute. Mais c'est très facile. Ah ouais, non, mais vous en parlez. Et je vous assure qu'on le fait. Au bout de 5 ans, si on n'aura pas l'autosuffisance avant, ça ne sera pas après. Exactement. Si on n'a pas l'autosuffisance avant les 5 ans, ça ne sera pas après. Ouais, ça ne sera le maximum, c'est 5 ans. 5 Mais je ne peux pas, moi, m'aventurer à donner une échéance de 2 ans. Ça, je ne peux pas le faire. 2 ans, c'est... Parce que moi, j'ai fait 40 ans de métier. Je sais ce que c'est que le riz. Ceux qui ne savent pas peuvent raconter n'importe quoi. Mais moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Exactement. Voilà. C'est ça le problème. On ne peut pas comparer 40 ans et... À 40 mois ou 4 mois. Non. Exactement. On a tout vu. Exactement. D'autant plus que c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emploi, d'une part. Mais vous n'avez pas imaginé d'autre part, ce qui tourne comme emploi dans tout ce que je vous ai dit sur la chaîne de valeur. Rééquilibrer la balance des paiements, c'est combien? 350 milliards oui. On parle de, à peu près 200 milliards. Hein. Ok. 200 milliards au maximum. Pas autant. Pas autant. Mais même 200 milliards, au bout de 10 ans, c'est combien? C'est énorme. C'est 10 000 milliards. C'est le budget de l'État. Est-ce que vous imaginez 2 000 milliards? Ah non, c'est le budget. Alors, c'est le budget. C'est ça le problème. C'est le budget de l'État. C'est ça le problème. La question que je vais poser, c'est encore un mouvement cadre unitaire de exactement. Une digression, mais bon, on reviendra. Qui est le COUREL, le cadre unitaire de réflexion des leaders mourides. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette organisation? Ce qui nous a inspiré,
c'est un tout petit peu le fait qu'on se retrouve de temps en tant que mouride, en tant que leader, en tant que chef d'entreprise. On discute chaque fois, qu'on voit tout le temps qu'il y a des problèmes, qu'on constate au niveau de Touba. Soit des fois c'est un problème de sécurité, soit c'est un problème de ceci ou de cela, qui fait que donc, on s'est dit, il ne faut pas qu'on laisse continuer comme ça. Exactement. Parce que si on ne fait rien pour arrêter ça, il peut arriver un jour qu'on aurait un problème qu'on ne pourrait pas résoudre. Exactement. Donc mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça qu'on s'est levé pour servir de sentinelle. Très bien. Pour demander au calife de nous permettre d'avoir cet instrument-là, ce mouvement-là. Voilà, ce cadre de réflexion. Voilà, ce cadre de réflexion et de venir faire des propositions dans ce sens et intervenir en cas de besoin. Et c'est en ce moment qu'il nous a donné l'autorisation de le faire. L'indigal. Et qu'on est allé voir le calife, le porte-parole, qui nous a donné l'autorisation de le faire. Et qu'on a mis sur pied ce cadre depuis quand même début décembre. Très bien. Et on a fait d'ailleurs l'annonce à travers récemment, à travers un point de presse. Et ça continue. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Très bien. Il n'y a pas d'exclusion. D'accord. Mais voulez-vous donner les coordonnées si vous les avez, comme ça, ceux qui veulent y adhérer, oui. Vous êtes sur le net, vous êtes sur Internet. Très bien. Ouais. C'est Courel. Hein? Courel, oui. C-O-U-R-E-L. Voilà, très bien. Sur le net, on peut y accéder. Très bien. Voilà. Orange.sn ou non, .com. .com. Très bien. Très bien. Alors, je vais vous demander encore une fois, je pense que je refais mon appel solennel. 40 ans de riz, ce n'est pas 40 mois, ce n'est pas 4 jours. Oui. Donc, de grâce, prêtez l'oreille à M. Moustapha Tall pour une résolution définitive du problème du KEP, notre problème commun. L'autosuffisance en 2017, écoutez-le aussi, il dit que c'est réalisable dans les 5 ans, on va dire 2019. À bon entendeur, salut. Maintenant, Monsieur Tall, j'aime bien qu'on s'adresse à mes étudiants dans cette émission-là, parce que ce sont les premiers fans de la tribune de l'entreprise. Ouais. Vos voeux, recommandations aussi bien aux étudiants, au patronat, qu'à votre ministère de tutelle. Vous avez qui? Vous avez le commerce, vous avez les finances. Oui. Très bien. Oui, le ministère à l'aube de 2015, qu'est-ce que vous avez besoin, vous avez envie de leur dire? Bon, à l'aube de 2015, mais j'ai envie de dire d'abord, je m'adresse d'abord aux étudiants, de leur dire qu'il ne faut pas qu'ils aient une grosse tête. Très bien. Ils peuvent apprendre et être humbles. Très bien. Et apprendre dans l'humilité. Ne pas avoir beaucoup, ça ne va pas dire qu'il ne doit pas être ambitieux. Absolument. Ils peuvent être ambitieux, mais à ne pas trop... faire des plans sur la comète. Voilà, en disant que... ambitieux mais raisonnable. On a nos diplômes. Une fois qu'on a ce diplôme en poche, l'emploi est assuré et on ne doit pas faire n'importe quoi, on ne doit pas accepter n'importe quoi. Non. La formation n'a rien à voir avec l'emploi. D'ailleurs, si vous venez avec votre diplôme, c'est pour vous dire que vous avez passé par là. Vous avez été bien formé, vous avez une certaine connaissance dans votre tête, mais ce n'est pas le tout. Donc vous devez maintenant ce n'est pas encore l'expérience. Voilà, vous devez maintenant venir réapprendre encore. Très bien. Vous avez appris par la théorie, mais venez encore à l'entreprise comme si vous étiez au début à l'école. L'apprentissage par la pratique. Par la pratique. Le learning by doing, comme disent les Américains. Exactement. Oubliez les diplômes. Oui. Venez avec humilité apprendre. Ne vous montez pas la tête. Exactement. Et essayez de faire en sorte que vous aimez d'abord ce que vous faites. Si vous le faites, si vous faites ce que vous aimez, ça se voit. Et vous essayerez toujours de bien le faire. Et de là, je pense, si vous le faites bien, vous le réussissez. Exactement. D'ailleurs, nos amis européens en général, les Blancs, ils ont cette qualité-là. Quand ils font quelque chose, ils aiment ça d'abord avant de le faire. Exactement. Mais on ne doit pas aller dire, moi je vais faire tel métier parce que ça gagne de l'argent. Effectivement. Cet objectif,
Cette façon de réagir, biaisé. Voilà, c'est pas bon. Parce que vous le faites tout simplement par intérêt. Exactement. Il faut aimer son métier par passion. Et là, si vous le faites bien et vous le réussissez plus facilement. Absolument. Comme on vient de dire tout de suite, l'exemple de Picasso, le peintre, mais qu'est-ce qu'il n'a pas eu avec son pinceau? Absolument. Et il n'a que le pinceau. Il n'a rien dans la tête à part le pinceau. Exactement. Alors, et il a tout fait. Exactement. En fin de compte, sa signature seulement suffisait pour qu'on vende ça. Pour gagner sa vie. Voilà. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui donne ça? C'est le bon Dieu. Parce qu'il faut que vous soyez bien dans ça pour que Dieu vous aide. Exactement. Si vous êtes bien engagé, déterminé, Dieu vient derrière. Il vous aide par A ou par B pour que vous soyez populaire, vous soyez connu. Exactement. Mais on ne peut pas, vous ne pouvez pas le ramasser. Sauter les étapes. Voilà. Donc, brûler les étapes. Donc, c'est ça que je voudrais leur donner comme conseil et leur dire que ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Ils n'ont pas le droit de venir faire moins que nous, même ce que nous faisons nous. Ils doivent faire plus. Parce que nous, ce que nous avions trouvé ici, c'est pas ça. Et le monde évolue. Effectivement. Ça avance. Aujourd'hui, ce qui est valable aujourd'hui ne serait pas valable demain. Demain. Bon, il ne faut jamais se préparer pour une seule fonction. Exactement. Vous vous préparez pour plusieurs fonctions. Exactement. On vous prépare pour que vous puissiez faire beaucoup plus de fonctions, beaucoup plus de métiers à la fois. Donc, pour que demain, si vous sortez, que vous ayez au moins un métier parce que vous êtes multifonctionnel. Exactement, voilà. Palliatif. Voilà, palliatif. Vous essayez ça, ça ne marche pas. Voilà. Et là, pour le faire, il faut être bien formé. Exactement. Bien formé, ne pas se faire la tête, dire moi je suis bien sur ceci, je ne suis pas nul. Et tu te fais déjà, tu te suffis. Un blocage. Voilà. Et là, c'est pas bon. Très bien. Il faut que vous vous préparez à tout. À tout. Après avoir eu cette formation-là, vous versez sur le marché. Vous n'avez pas ce job-là, prenez l'autre. Vous n'avez pas l'autre, prenez l'autre. L'essentiel, c'est de démarrer. Exactement. Ne sous-estimez pas le début. Le début. Mais c'est la fin qui est importante. Absolument. Mais le début n'est rien. Tous les grands hommes que vous avez ici, ils ont commencé par rien du tout. Et au bout du compte, ils se sont retrouvés au sommet. Regardez tous ces immeubles qui sont à Dakar. C'est construit par des ruraux. Absolument. Des gens qui sont venus ici avec 0 franc, aucun diplôme en poche. Absolument. Et aujourd'hui, ils détiennent... Ils ont trusté les 75% de la ville. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Pareil. Partout. Aux États-Unis, en Europe, partout pareil. Absolument. Donc, c'est ça. Il faut être bien formé, mais surtout être bien éduqué. Faire en sorte que vous ayez les qualités éducationnelles qui vous permettent d'avancer. Et ça, partout que vous allez, on vous adoptera. Et on va vous aimer, on vous aimera partout parce que vous êtes correct, vous êtes bien éduqué. C'est là que je voudrais me limiter aux étudiants, tout en leur souhaitant une bonne et heureuse année. Merci. Une année académique sans grève, sans remous. Exactement. Et qu'ils terminent leurs études dans de très bonnes conditions et avoir le diplôme en poche et trouver un bon job. Et vos amis, les patrons, les patrons, je leur dis aussi, je leur souhaite aussi une année faste. Parce que c'est très dur pour les affaires au Sénégal. On traverse une période très difficile. Et je leur dis courage de se serrer les coudes, d'essayer de se coopérer entre nous, d'éviter l'individualisme, d'éviter la division. L'union fait la force. L'union fait la force. Au lieu de se séparer, que chacun va de son côté, on essaye avec les petits moyens que nous avons, qu'on se retrouve et qu'on montre à la face du monde qu'on peut faire quelque chose. Mais on a un problème au Sénégal, on ne sait pas s'associer. On ne peut pas créer de société au Sénégal. Les sociétés qu'on crée, c'est des sociétés mornées, comme je vous ai dit. Tout à l'heure, avec l'exemple que je vous ai donné, une société qui devait vraiment marcher, qui n'avait pas le droit à l'échec. Aujourd'hui, cette société est en faillite. Et je ne parle pas d'autres sociétés, parce que c'est exactement la même chose. Il faut donc qu'on change de mentalité. Que 2015 nous serve de viatique et avec aussi le début de cette année, où ça coïncide avec le Mawlud, ça coïncide avec la fin de l'année, le début de l'année 2015. Moi, j'ai beaucoup d'espoir pour cette année. Que Dieu nous aide à ce qu'on puisse récolter tous ces espoirs-là.
parce qu'on parle du pétrole au Sénégal. Et ça que je souhaite que ça se confirme très rapidement et qu'on commence tout de suite à l'exploiter, mais qu'on ne soit pas aussi gaspilleur, comme je vois ailleurs. À travers même chez nous ici, il y a beaucoup de gaspillage. Il faut qu'on essaye aussi d'être un peu plus humble. Absolument. De donner le bon exemple aux jeunes, à nos enfants. Parce que quand vous voyez les scènes dans les théâtres ou machin, mais c'est vraiment pas... C'est de la gabegie. Et puis il ne faut même pas montrer ça. Et je suis contre à ces images-là. Parce qu'on ne doit pas les montrer à la télé. Exactement. Tu vois des gens qui déposent des millions pour donner ça. Je ne suis pas contre, mais vous pouvez le faire discrètement si vous voulez le faire. Exactement. Si vous voulez donner un cadeau à cette bonne dame, amenez-le chez lui. Ne le montrez pas à la face du monde. Pourquoi? Donc tout ça, on ne doit pas faire la promotion de cela. Absolument, du gaspillage. Et faire en sorte que les élèves soient bien éduqués. Ça veut dire qu'on ne laisse plus, qu'on ne favorise plus le médiocrisme, c'est-à-dire la médiocrité. Qu'on ne favorise pas la médiocrité par le fait tout simplement que c'est un parent ou c'est un ami qui me l'a recommandé, il faut le faire passer à tout prix, faire passer des étudiants qui ne doivent pas passer ou des élèves professeurs. Ça vraiment, il faut le combattre. Parce que ça se répercute sur l'éducation des enfants. Ça décourage les ressources humaines de qualité. Voilà. Auparavant, on n'avait pas ça, on ne voyait pas ça. Exactement. Même si vous êtes le fils du paysan, vous passez par la base. Si vous êtes meilleur, on vous dit que vous êtes meilleur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est plus le cas. Pour avoir du travail, il faut faire la politique. Il faut faire non. Il faut qu'on change de façon de mentalité. Et en commençant par les autorités. Je demande aux autorités de changer de façon de faire, la façon de gérer la population. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, comme on dit. Franchement, je profite de cette tribune et de ce nouvel an pour quand même demander à ce que cela soit une réalité. J'ai envie de revoir ces choses que je voyais avant et que je ne vois plus. Exactement. On doit privilégier l'excellence. Le travail acharné. La promotion de l'excellence. L'excellence. C'est ce qu'on doit faire. Faire en sorte que les jeunes soient bien éduqués. Exactement. Et si on dit bien éduqués, il faut qu'on ait de bons éducateurs. Au lieu que ce soit des enseignants, mais c'est des éducateurs. Exactement. Avant, on avait des éducateurs qui donnaient l'exemple, qui faisaient leur travail comme il faut, comme il fallait, mais ils étaient aussi très corrects dans le comportement. Exactement. Donc je crois que au lieu d'augmenter le maximum d'écoles, en y mettant des gens qui ne sont pas à la hauteur, voilà, je pense qu'il vaut mieux le limiter en ayant la qualité. Très bien. Au lieu d'avoir la quantité, moi je préfère la qualité. Absolument. Ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, ils vont aller faire autre chose. Absolument, dans l'apprentissage. C'est pas parce que seulement c'est pas l'école seulement qui forme. Exactement. Et puis même si on forme tous ces élèves-là, on investit des milliards pour construire des écoles, on investit des milliards pour construire des universités. À la sortie, où est-ce qu'on va les mettre? S'il n'y a pas de débouché. C'est un investissement qu'on met sur ces enfants-là et après ils vont à l'étranger pour vendre leur talent. Alors que c'est l'État. Et c'est l'État sénégalais qui l'avait financé. Qui a financé. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur les priorités, sur ce qu'on doit faire. On ne veut pas dire, on avait trouvé X écoles, il faut le multiplier par 5 ou le multiplier par 10. Je crois qu'il faut d'abord, avant de multiplier, regarder d'abord ce qui est dans ces établissements-là. Est-ce que ces établissements font leur travail ou bien font ce qu'on attend d'eux avant de l'augmenter? Exactement. Si la qualité est là, comme auparavant, il y a quelques années, tous les enfants d'Afrique venaient envoyer leurs enfants au Sénégal. Toutes les familles envoyaient leurs enfants ici au Sénégal parce qu'il y avait la qualité. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui cette qualité est toujours là? J'en doute. J'en doute. Donc, moi, pour ne pas m'attarder sur ça, je pense que c'est largement développé et je souhaite qu'on change de mentalité et qu'on change de comportement sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est uniquement à la tête. Si la tête donne le bon exemple, décide que les choses changent, ça change. Exactement. Si ceux qui sont à la tête décident que les choses changent, ça change demain. Exactement. Moi, je n'ai pas la capacité, la vocation ou la prérogative, mais ceux qui sont devant, ils ont été nommés pour ça.
Et ils ont les moyens de le faire. Exactement. Donc je leur demande de le faire. Je demande de le faire au bénéfice du peuple. Mesdames et messieurs, c'est sur ces paroles sages et ces vœux et recommandations de M. Moustapha Tall que se termine cet opus, la deuxième, la première de 2015 de la Tribune de l'entreprise. Ça a été un plaisir de parler de Tchèp, les Guyennes, les cales de ma maman là. Oui. Ils vont être très contents parce qu'on a parlé de riz aujourd'hui. Oui. On va se dire à la semaine prochaine pour un autre opus. Merci Monsieur Tall. C'est moi. C'est moi, Djoubaï. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà.